dans leur forme initiale, les États-Unis d'Amérique existent depuis 1783. Avec l'aide de la France, ils acquièrent leur indépendance pendant la longue guerre révolutionnaire américaine qui, après 8 ans, met fin à l'existence de l'Amérique britannique, un ensemble de 13 colonies gouvernées par la Grande-Bretagne de 1607 à 1783. Qu'est-ce que cela implique ? Que, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les colons américains dépendent fortement de leur mère patrie, principalement la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, y compris dans le domaine de l'imprimerie. Mais pas totalement. Giovanni Paoli, premier imprimeur généraliste des Amériques, originaire d'Italie, fonde une imprimerie au Mexique en 1539. Il imprime une dizaine de livres et, parmi eux, en 1546, un livre de chants spirituels. On ne sait pas si ce livre contenait des partitions ou seulement des paroles. En Amérique du Nord, la première maison d'édition est créée en 1639, à Cambridge, dans le Massachusetts. En 1640, un psautier y est imprimé, le BP Psalm Book. Il s'agit en fait du premier livre imprimé en Amérique. Il n'a pas été imprimé par des typographes professionnels et contient donc des erreurs. Comment ce travail a-t-il vu le jour ? En fait, Joseph Glover, un pasteur puritain, décide de quitter Londres pour rejoindre Cambridge et y lancer une imprimerie. Il recueille en partie de l'argent auprès d'amis résidant en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pour acheter une machine à imprimer. Il paie le reste. Enfin, il engage un serrurier, Stephen Day, pour faire les travaux d'impression à venir. Avec sa femme, Elizabeth, le serrurier et plusieurs autres personnes, Glover quitte Londres. Malheureusement, il meurt pendant le voyage, mais sa femme, avec l'aide de Day, établit l'imprimerie, qui devient active dans les 13 colonies de l'Amérique britannique. Comme les psaumes sont chantés, le BP Psalm Book est évidemment un livre de musique, cependant, il ne contient aucune partition. Pour 2 raisons. La première cause est que les fidèles sont censés connaître les chansons par cœur. Le deuxième motif est que les colons, présents à Massachusetts depuis le début du siècle, ont amené avec eux des psautiers imprimés en Europe, comme le psautier d'Henneworth, fabriqué aux Pays-Bas en 1612. Le BP Psalm Book connaît de nombreuses réimpressions. La 9e édition comprend pour la première fois les partitions associées aux chants spirituels. 2 imprimeurs doivent être crédités pour ce travail, Bartholomew Green, né à Cambridge et installé à Boston, et son associé, John Allen. Certains spécialistes disent que les partitions du livre ont été imprimées à l'aide de gravures sur bois, d'autres avec des plaques de cuivre, mais ce qui est visible à tous, c'est qu'elles apparaissent à la fin du livre, après les textes des différents psaumes et une table des matières. Seuls 14 psaumes ont une partition associée. Ils ne sont donc pas classés dans l'ordre numérique ordinaire. Chaque partition contient bien sûr des portées composées de 5 lignes, mais les têtes de notes sont toujours losangées, comme celles contenues dans les partitions européennes du XVIe siècle. Même si plusieurs peuvent être plus longues, la partition moyenne imprimée dans le livre est courte, contenant des morceaux écrits sur 4 lignes de portée. Ces morceaux ont des origines géographiques différentes qui leur donnent leur titre. Le premier est une mélodie provenant d'Oxford, le second un morceau de Lichfield, etc. Parfois, le titre de la chanson n'est qu'une référence à un saint spécifique. Un certain nombre de morceaux contiennent également des données textuelles imprimées liées au contenu musical. Par exemple, une musique est qualifiée de courte chanson de Cambridge. Les 3 derniers morceaux n'ont pas de vrai titre, ils donnent juste une indication musicale, premier maître, un autre morceau mentionnant le deuxième maître. Ces données sont, comme leur nom l'indique, liées à la structure métrique de la mélodie. Le BP Psalm Book est le premier livre de partitions imprimé en Amérique, mais, bien sûr, comme le montrent encore les collections de partitions partagées par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, de nombreux livres de musique ont voyagé par bateau d'Europe vers les États-Unis. Le plus ancien, pour les collections de cette librairie, étant un livre imprimé dans un monastère bénédictin au Xe siècle.
Notons ici que le premier morceau de musique profane composé par un compositeur né aux États-Unis a été écrit à la main en 1759 par un ami de George Washington nommé Francis Hopkinson, qui co-signera la Déclaration d'indépendance en 1776. Francis Hopkinson est un compositeur prolifique qui a écrit notamment des pièces pour le clavecin et le piano-forte, initialement dédiées à George Washington. Mais le premier livre de musique imprimé contenant des chansons composées en Amérique est Urania, un livre de musique sacrée imprimé en 1761 par un diplômé de Princeton, l'éditeur James Lyon. James Lyon lui-même aurait pu être l'un des compositeurs. Cependant, ce livre contient encore des airs composés en Europe, et sa musique est dédiée à la gloire militaire de la Grande-Bretagne. Divers psautiers, avec ou sans partition correspondante, sont imprimés, comme Chansons d'Amérique, publié en 1766 par Josiah Flagg et qui comprend les premières compositions sacrées écrites par des compositeurs nés en Amérique. En 1770, un livre intitulé Le chanteur de psaumes de la Nouvelle-Angleterre est publié à Boston. Imprimé par Giles Edes, il contient des hymnes qui sont tous écrits par William Billingsley. Par conséquent, c'est le premier livre de musique sacrée entièrement composé par un compositeur né en Amérique. Son titre mentionne qu'il contient de la musique jamais publiée auparavant. Il est composé de plus de 150 pages et contient des morceaux de théorie musicale. Son contenu musical est donc beaucoup plus complexe que les airs contenus dans le livre du Psalm Book. Une édition originale montre que les têtes de notes y sont arrondies et que des informations sur le contenu musical ont été écrites entre les portées. Un livre intitulé Le livre de chants américains, imprimé en 1775 par Daniel Reed, contient des partitions composées par les premiers compositeurs nés en Amérique considérés comme des compositeurs classiques, notamment William Billings, Supply Belcher, Jeremiah Ingalls et Daniel Reed lui-même, ces compositeurs vivant dans des villes différentes du Massachusetts, mais faisant partie d'un même mouvement nommé Première École de la Nouvelle-Angleterre, connu pour la composition de nombreux hymnes. A cappella a chanté sur des airs folkloriques élémentaires. La Première École de la Nouvelle-Angleterre, principalement composée de musiciens autodidactes, a développé un nouveau style musical, presque indépendant de toute influence européenne. Ils ont principalement écrit des compositions pour les chorales de musique sacrée dans lesquelles ils étaient impliqués. Le livre de chants américain, imprimé dans le Connecticut, où Daniel Reed s'est installé, a connu 5 réimpressions au cours des années suivant sa publication. L'un des airs contenus dans le livre, Windham, composé par Reed, montre des notes de tête arrondies et ces notes ont les valeurs rythmiques que nous avons l'habitude de voir aujourd'hui. Au cours des décennies précédant la guerre d'indépendance, les premières paroles de chansons patriotiques sont écrites, associées à des airs anglais, en réponse à des événements tragiques. Certains d'entre eux sont imprimés, comme la chanson de la liberté, utilisant un air anglais et publié en 1768. Le premier air militaire américain significatif est écrit en 1775 par Sylvanus Ripley. Son titre, Bunker-Hill, commémore une bataille. Cet air est d'abord imprimé sur un simple feuillet. La guerre d'indépendance a commencé. Jusqu'à sa fin, divers livrets de musique sont imprimés, contenant la première musique militaire américaine, parfois mélangée à de la musique sacrée, comme dans Le Compagnon du choriste, publié en 1783. Ce livret contient entre autres Virginia, composé par un certain Oliver Brown. Après la guerre, ce type de publication reste populaire. Par exemple, une brochure intitulée Harmonie fédérale, publiée en 1790, comprend une pièce intitulée Montgomery, par Justine Morgan. Son édition originale montre que les notes de partition sont un mélange de notes arrondies, carrées et triangulaires et que les portées y sont directement suivies des lignes de paroles correspondantes. Il faut bien sûr mentionner ici The Star Spangled Banner, un titre composé en 1773 et qui est l'hymne national des États-Unis depuis 1889. Cependant, la partition la plus ancienne conservée jusqu'à nos jours a été imprimée beaucoup plus tard, en 1814.
Par ailleurs, son auteur, John Stafford Smith, était en fait un compositeur britannique. C'est que, heureusement, la musique peut traverser les frontières, comme ce fut le cas pour de nombreux airs folk irlandais et écossais encore joués en Amérique de nos jours. En fait, le premier exemplaire conservé de la partition de The Star-Spangled Banner est imprimé en 1814, 2 ans après le bombardement d'un fort américain dans le port de Baltimore par les troupes britanniques. À ce moment, la guerre d'indépendance n'est donc pas encore vraiment totalement terminée. L'imprimeur, Thomas Carr, installé à Baltimore, imprime des milliers d'exemplaires de la partition. Plus tard, en 1821, il fait une réimpression qui mentionne le bombardement et qui est agrémentée d'une illustration dans l'entête, ce qui évoque la présentation actuelle que l'on connaît encore pour de nombreux livres de partitions destinés aux professeurs de musique. Le 19e siècle musical est en marche, ce qui, heureusement, n'exclura pas l'insertion de compositeurs non américains dans l'histoire musicale du pays. Par exemple, en 1791, un compositeur né au Danemark, Hans Gram, écrit la chanson funéraire d'un chef indien, qui est la première partition d'orchestre publiée aux États-Unis. Mais les principaux éditeurs américains de partitions apparaîtront au cours du XXe siècle, développant l'industrie au cours des décennies, en suivant les progrès technologiques. Avant d'examiner leur travail, il faut retourner en Allemagne qui, au cours du XVIIIe siècle, produit les principaux éditeurs européens encore actifs aujourd'hui. À bientôt sur ce channel. En attendant, puisque vous êtes professionnel de l'industrie de la partition de musique, nous vous signalons l'existence du moteur de recherche wayMusic, qui analyse la musique à l'aide de critères musicaux en se basant sur le contenu de près de 40 000 pièces de musique répertoriées dans la base de données de wayMusic. Aujourd'hui, les auditeurs de musique écoutent davantage de musique en une seule année que leurs ancêtres du XVIIe siècle durant toute leur existence. Cependant, les services de musique en ligne demandent à leurs utilisateurs d'avoir une requête précise à l'esprit lorsqu'ils introduisent des mots-clés, un titre par exemple. À cause de ces limitations liées au langage, il y a un écart entre les attentes de l'auditeur et ce qu'il reçoit, au niveau du contenu musical. Il ne suffit pas de taper le mot gay pour recevoir comme premier résultat de recherche une pièce de musique qui nous mettra automatiquement de bonne humeur. C'est encore plus évident dans un moteur de recherche général. Si un utilisateur écrit, dans la case de recherche, quelles sont les pièces de musique similaires au Sacre du printemps de Stravinsky, les résultats incluent des liens vers différentes interprétations du titre, des pages consacrées à la vie de Stravinsky ou à son œuvre. Cependant, aucun titre similaire au Sacre du printemps sur le plan musical n'est évoqué directement dans les résultats et aucun lien pour écouter cette musique similaire n'est fourni. Tout reste à faire. Idem pour votre musique préférée. Cela signifie que l'auditeur ne reçoit pas de réponse à sa question d'origine. Ni les moteurs de recherche généraux, ni les services de streaming, ne sont programmés ni pour analyser le contenu musical d'un titre et fournir les résultats à l'utilisateur, ni pour établir des relations directes sur le plan musical entre différentes pièces de musique. Ce n'est pas leur raison d'être, mais c'est celle de wayMusic. L'équipe de wayMusic est passionnée par sa mission, qui est de créer une innovation technologique dans le domaine de la musique qui a pour but d'aider tous les auditeurs de musique à la comprendre plus en profondeur. Développé par un ingénieur en informatique reconnu pour son expertise au sein de l'industrie du logiciel musical, wayMusic est davantage qu'un algorithme qui recherche des accords ou des mélodies, c'est le premier moteur de recherche musicale au sens plein du terme. Ensemble, renforçons les acquis de l'évolution technologique dans le domaine de la partition de musique et permettons-nous, d'aller plus loin dans notre recherche. Nous vous invitons à tester wayMusic sur notre site internet.